Euh, donc c'est sûr que la révolte, je pense que de mon côté, elle a évolué. Euh, et j'ai une révolte aujourd'hui, en août 2020, contre j'ai une révolte face au système qui ne prend pas en compte les ressources de notre planète, la biodiversité qui nous entoure. Euh, et donc ça me révolte parce qu'on a, en tant qu'humain, aucun respect envers notre environnement et l'environnement dont on fait partie, en fait. Donc je pense que cette révolte, elle a vraiment évolué. Ça a commencé, enfin, durant mon enfance, enfin voilà, mais mes parents m'ont toujours parlé de l'urgence climatique. Mais voilà, en disant c'est présent, mais mon rôle était d'être au courant, pas nécessairement de devoir agir plus. Donc j'étais au courant, mais j'ai toujours continué ma vie. J'ai vécu 5 ans au Vietnam. Là-bas, j'ai eu la chance de voir la beauté du pays, mais aussi j'étais face vraiment à des conséquences climatiques et surtout à des retours de citoyens qui avaient fait face à des conséquences climatiques, qui nous disaient vraiment, voilà, oui, il y a plus de typhons, on retrouve des pluies qui sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus longues, et ça a une influence sur notre agriculture. La rivière du Mekong, l'eau monte, chaque année ça monte, et donc on parlait d'une première migration au Vietnam, des villages vers des grosses villes à cause de cette montée des eaux. Et donc tout ça, ça faisait de plus en plus écho. On en parlait à la maison, on en parlait à l'école. Et quand je suis rentrée en Belgique à mes 16 ans, on n'en parlait pas énormément. Et donc j'étais un peu surprise parce que c'était pas du tout quelque chose qui était au centre de l'attention à l'école. C'était quelque chose, on en a parlé dans un chapitre en religion, mais voilà, c'était pas nécessairement enfin, voilà, la thématique qu'il fallait prendre en compte et la thématique dont on vraiment devait tout savoir à propos. Non, c'était vraiment le truc en plus si on a le temps à la fin de l'année. Et ça m'a vraiment choquée parce que je me suis dit, pourtant, c'est quelque chose qui est important, mais bon, ok, si on n'en parle pas, c'est que au final, les adultes, ils gèrent, ils font face à cette crise, comme on fait face comme on agit quand on fait face à une crise. Donc, j'étais pas trop inquiète, jusqu'à ce que, j'étais pas trop inquiète et j'étais très engagée dans mon école, chez Amnesty, chez Oxfam, dans un truc d'écotine, dans un groupe d'écotine. Donc voilà, je me suis dit, là, je fais mon rôle, quoi. C'est comme ça que je change le monde en tant qu'élève, c'est être engagée dans mon école, euh, contre les inégalités principalement et et pour la défense des droits de l'homme. C'était vraiment ce qui me touchait beaucoup à l'école. Mais en 2018, fin 2018, j'ai entendu le speech de Greta Thunberg à Davos, qui m'a vraiment donné un peu en coup. Et je me suis vraiment réveillée, je pense, à ce moment-là. C'est le moment où je me suis dit, OK, donc tout ce changement climatique dont on m'a parlé toute ma vie, en fait, c'est pas du tout réglé et les adultes, ils font rien. Et c'est une jeune fille de 15 ans de Suède qui vient de nous dire, c'est trop bizarre, elle rate les cours pour ça. J'ai commencé à me poser plein de questions, en me disant, mais donc, moi aussi, je dois rater les cours, enfin, il faut que je m'en renseigne, etc. Du coup, euh, le 2 décembre 2018, il y avait une très grande marche organisée à Bruxelles et je me suis dit, j'y vais avec mes amis. On était plus de 80 000 dans les rues de Bruxelles, c'était incroyable. Et c'était juste avant la COP24. Donc vraiment cette pression importante pour le politique. Et 2 jours après, la Belgique n'a pas signé un accord plus ambitieux à cette COP24. Et c'était le seul pays avec la République tchèque. Donc c'était vraiment inacceptable en fait. Donc je pense que cette déception de notre politique belge en parallèle avec la vidéo de Greta qui tournait toujours dans ma tête, je me suis vraiment dit, en fait, il faut faire plus. C'est bien que je m'engage à l'école, mais en fait, j'ai le pouvoir d'aller beaucoup plus loin. J'ai le privilège d'aller plus loin et surtout, j'ai la responsabilité de le faire.
Donc très vite, ma révolte, qui était au départ celle à l'école de s'engager dans un groupe d'amnistie pour signer un maximum de pétitions, est très vite devenue non, maintenant je m'engage, je rate les cours, je vais passer par la désobéissance civile, donc c'est vraiment une étape supérieure et j'étais pas à l'aise d'ailleurs avec cette étape au début, ça m'a fait très très peur, mais je me suis dit il faut passer par là pour qu'on se fasse écouter, en fait il faut passer par là pour qu'il y ait une certaine pression. Et donc, on est passé à un stade supérieur de ma révolution. On est passé à ce stade de désobéissance civile, de se dire on va rater les cours et surtout on va être le plus possible. Et ça, mon discours a aussi un petit peu changé parce que c'était pas seulement les droits de l'homme, mais c'était prendre en compte l'environnement dans lequel on vit et prendre en compte cette question climatique dans les droits de l'homme et en fait qui, au fur et à mesure de mon engagement, j'ai remarqué sont complètement liés. Si on ne défend pas les droits de l'homme, on ne défend pas aussi notre environnement et même chose vice versa quoi. Donc oui, je pense que ma révolution aujourd'hui, enfin ma révolte, c'est principalement faire face à l'urgence climatique parce que c'est une urgence. Et s'assurer qu'on ne dissocie pas ça des droits de l'homme. Déjà, si on regarde la définition de la révolte, qui est une action menée par un groupe de personnes qui s'opposent ouvertement à l'autorité établie et qui tentent de la renverser, ou alors que c'est en tout cas une attitude de quelqu'un qui veut refuser d'obéir, en fait. Refuser d'obéir, c'est là qu'on passe en fait beaucoup dans la désobéissance civile. Moi, je pense que la révolte, elle peut même déjà commencer avant, quand on était des milliers de gens dans les rues de Bruxelles déjà un dimanche, c'était le début d'une révolution. C'était le début d'une révolution, très clairement. C'est à partir du moment où des citoyens se lèvent face à une injustice, c'est que là, une révolution commence parce que il n'y a pas assez d'espace pour eux pour pouvoir s'exprimer à d'autres endroits que les rues. Et ça c'est là qu'on réalise, mince, là, il y a peut-être un problème. Si on doit se mobiliser à des milliers dans les rues pour faire passer un message et que ce message ne passe même pas, bah, c'est là qu'on commence à douter, en fait, du système dans lequel on vit. Donc, après, oui, donc c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment ce stade supérieur de la révolution quand on commence vraiment à désobéir parce qu'on rentre dans une vraie révolution qui est non violente. C'est très important. Enfin, je pense que pour moi, une révolution violente, ce serait pas pour moi. Pas encore pour le moment. Je ne suis pas à ce stade et ce serait. Je ne vois pas du tout encore la révolution se faire de cette manière-ci, mais en tout cas dans la désobéissance non violente, oui, je la vois comme ça. Et c'est ça qu'on demande aux citoyens. C'est comme ça quand on appelait les jeunes à sortir dans les rues, c'était de la désobéissance civile, non violente, mais pour faire avancer les choses. Parce qu'il y a un réel... ça met vraiment les gens mal à l'aise, en fait, de nous voir dans les rues. Parce que déjà, ça veut dire que on n'est pas à l'école, ça veut dire que nos ministres, le gouvernement doit gérer ça, il doit pouvoir avoir une réaction, il doit pouvoir faire une réaction, et donc c'est sûr que ça commence là. Désolée, je me suis perdue en faisant la question. Mais donc, cette lettre que nous avons écrite avec Greta Thunberg, Louisa Neubar, Anina de Wever et moi-même, c'est une manière de se mobiliser durant la période du coronavirus. Donc, c'est-à-dire que c'était impossible pour nous de créer cette lettre et puis de nous milliers dans les rues pour la soutenir, parce que c'est juste pas possible aujourd'hui. Mais c'était notre manière de se dire, en fait, on est encore présent et on vous signale que même durant la crise du coronavirus, on peut pas oublier les autres crises, en fait. Une qui sera en plus une qui sera plus dévastatrice. Et ça nous fait peur. Et les demandes qu'on a mises dans cette lettre, c'est-à-dire arrêter immédiatement tout investissement dans les énergies fossiles, donc arrêter toutes les énergies fossiles maintenant tout de suite. Il y a reconnaître les génocides, reconnaître l'écocide, mais tout en gardant la démocratie. Voilà, toutes des demandes qui paraissent impossibles, mais en fait qui sont juste faire face à la réalité si on veut vraiment atteindre
les accords de Paris qui sont minimiser le réchauffement planétaire à 1,5 degré. Quand nos dirigeants ont signé ça, je pense qu'ils n'étaient pas au courant qu'ils devaient en fait atteindre l'objectif. Parce qu'aujourd'hui, ils sont encore très loin de cet objectif. Ils disent tous qu'ils sont en marche, mais ils sont en marche et on est censé courir en fait. Donc ça va pas du tout. On est beaucoup trop loin. On va pas atteindre cet accord. Si on écoute le GIEC, il nous reste 8 ans avant d'avoir 66% de chance d'atteindre les accords de Paris. 8 ans. Donc, si on regarde l'objectif le plus ambitieux du monde, qui est une neutralité carbone pour 2050 pour l'Union européenne, on est juste 22 ans trop tard, quoi. Ce qui fait quand même très peur, parce que ça veut dire que durant ces 22 années, il y aura des conséquences qui seront dramatiques et qui vont on va devoir faire face en tant que future génération, mais surtout, bon, des milliers de personnes et des millions de personnes font déjà face parce que nous sommes, et c'est ça que l'urgence climatique est une grande crise qui est très injuste, et c'est là que les droits de l'homme rentrent en jeu, c'est qu'en fait, nous sommes responsables, mais nous ne faisons pas face aux conséquences. En tout cas, elles sont très minimes. Et que les gens qui font face aux conséquences, souvent sont responsables de très peu des émissions de CO2 ou très peu de la cause, en fait, de ce réchauffement planétaire. Et donc, c'est vrai que c'est très complexe, et c'est là la complexité, en fait, de l'urgence climatique, c'est que quand on fait face à cette urgence, on réalise que, en tant que Européens privilégiés, on a une responsabilité énorme, parce que nous sommes ceux qui émettons le plus de CO2, nous sommes ceux qui, surtout historiquement, avons émis plus de CO2. On est des pays développés, comment s'est développé grâce surtout aux énergies fossiles. Donc, on a une responsabilité historique qui est énorme, et aujourd'hui, on est censé être des leaders, mais surtout, on est censé au moins suivre en minimum les accords que nous avons signés il y a 5 ans, qui étaient à ce moment-là même pas encore suffisants, mais on ne sait même pas si on va les atteindre. Donc, je me perds un peu dans la question, mais c'est sûr que les demandes que nous avons faites dans cette lettre qui s'appelle Face the Climate Emergency, ce sont juste des demandes réalistes en fait. Oui. Et c'est pour ça que maintenant on a envoyé cette lettre à chacun des dirigeants européens, donc voilà, que ce soit à la Commission européenne ou alors les chefs d'État dans chacun des membres de l'Union européenne. Nous leur avons envoyé cette lettre. Suite à ça, nous avons rencontré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, mais aussi récemment Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne. Donc, ce sont des rendez-vous importants, mais il faut savoir qu'à ces rendez-vous, on amène les noms de tous les gens qui ont signé cette lettre. Et on dit, voilà, ces gens étaient dans la rue, seraient prêts à retourner dans la rue si c'était possible, ont une demande qui est très concrète et sont prêts à accepter que ces demandes soient faites. Parce que souvent, le politique, la première réaction, c'est « oui, mais le citoyen ne va pas pouvoir suivre ». Non, je pense que c'est vous qui ne savez pas être courageux assez pour dire aux citoyens que nous devons faire ça car nous faisons face à une crise. Durant la période du coronavirus, on n'a pas eu le choix de rester à la maison ou pas. Quand tu fais face à une crise, c'est une question de vie ou de mort. Et d'ailleurs, les médias mettaient ça partout sur les réseaux et partout sur nos TV en disant que c'est une question de vie ou de mort de rester à la maison. Face à l'urgence climatique, c'est aussi une question de vie ou de mort. C'est une question même de garder notre humanité. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, c'est au long terme. C'est pas le court terme comme peut-être ici où on pouvait rester enfermé pendant quelques mois. C'est au long terme, mais comment est-ce qu'on va avoir un plan beaucoup plus ambitieux au long terme? C'est vraiment encore la question d'aujourd'hui. Je pense que la révolte amène du changement parce que si on regarde l'histoire, si on regarde mai 68 qui était une révolution, ça a amené un changement. Si on regarde en fait quand les citoyens ont pris le courage de faire face à quelque chose dont ils n'étaient pas d'accord, on a vu en tout cas une certaine forme de changement. Parfois, les révolutions, elles étaient à travers la violence. Parfois, les révolutions elles sont faites de différentes manières. Donc ça, c'est sûr qu'on doit ici
pour notre évolution de trouver la manière et voir jusqu'à où on va devoir aller. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'avec la révolution qu'on a commencée, il y a déjà eu des changements comparé à avant. Donc, encore une fois, la différence, c'est que cette fois-ci, ce sont les jeunes qui, ensemble, massivement, à travers le monde entier, ont décidé de désobéir. Et il y a eu des changements, ça. Il y a eu des changements au niveau politique. Si on regarde au niveau de l'Union européenne, on parle d'un Green Deal aujourd'hui, un pacte pour faire face à l'urgence climatique. Ce pacte, je l'appelle encore une couverture d'un livre sans livre, c'est-à-dire que c'est encore vide. Mais on en parle. Il y a quelque chose sur lequel on peut travailler en tant qu'activiste. On peut se dire, on peut pointer du doigt ce Green Deal, dire vous voulez vraiment avancer, ben là et là, il faut que ça aille plus haut, etc. Donc il y a vraiment, enfin, il y a moyen de pointer des choses. Et donc, ça, c'est une avancée. Donc, c'est pas suffisant, mais c'est une avancée. La conscientisation des citoyens n'a jamais été aussi élevée, je pense, vis-à-vis de l'urgence climatique. Donc, on peut parler, il y a eu un moment donné où tous les jeunes parlaient de l'urgence climatique. C'était je me rappelle à l'école, j'allais à la cantine et c'était la discussion à midi, quoi. À la place de parler des crushs de tout le monde, c'était OK, qu'est-ce qu'on fait avec ce réchauffement planétaire? Moi, ça me fait peur et tout ça. Ou est-ce que toi, tu as peur? Ou toi, est-ce que tu as envie d'agir? Ou comment tu agis? Enfin, voilà, c'était vraiment une discussion qu'on avait à l'école sans avoir une pression dans le professeur qui devait nous demander d'avoir la discussion. Donc, c'est devenu vraiment un truc. C'est devenu même tendance chez les jeunes d'en parler, de vouloir faire quelque chose, d'aller se mobiliser. Et donc, ça, c'est un changement parce qu'aujourd'hui, on le voit même dans nos publicités, est-ce que c'est bon ou mauvais? Je pense qu'il y en a beaucoup qui peut être du greenwashing, donc ça peut être mauvais. Mais quand, à partir du moment où les publicités utilisent ces excuses de l'urgence climatique, ça veut dire aussi que ça a percé et qu'ils se disent, comme les citoyens en parlent, on doit en parler aussi, en fait. Donc, il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire que la société en elle-même a changé son rôle et a changé sa vision pour aider à atteindre les accords de Paris ou a voulu diminuer le nombre de CO2 qu'ils émettaient en société. Mais en tout cas, ils ont compris que c'était avec ce langage-là qu'ils devaient parler aux citoyens. Donc, il y a eu vraiment une conscientisation du citoyen et je pense vraiment qu'il faut commencer par là. En fait, le problème avec l'urgence climatique, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations. L'information, elle n'est pas suffisante. Quand on fait une fois face au coronavirus, on avait tous les soirs un débriefing de ce qui se passait, de ce qu'on devait faire, de comment ça allait se passer. C'était impossible de lire en journal ou de regarder le JT sans qu'on parle pendant 20 minutes du coronavirus. Il faudrait faire la même chose avec l'urgence climatique. Quand on fait face à une crise, il faut que ça soit au centre de l'attention. Il faut qu'on en parle tout le temps, qu'on dise qu'est-ce que vous pouvez faire, voici les solutions, qu'est-ce qui se passe concrètement sur notre planète. Voilà, ça devrait être le sujet du jour, tous les jours, jusqu'à ce qu'on en fasse quelque chose. Parce que si le citoyen n'est pas informé, ce qui est pire, c'est qu'il va croire que tout va bien. Comme moi, ce que je croyais avant d'être activiste, je dis, en fait, on gère, il n'y a pas de souci, on y arrive à un moment donné, il n'y a pas de souci, genre les adultes ils gèrent, de toute façon c'est une crise, donc d'office, ils gèrent. Mais non, ils ne gèrent rien du tout, en fait, parce qu'on doit nous-mêmes aussi mettre la pression sur ces adultes, on doit nous mettre aussi, nous-mêmes nous conscientiser, et puis apprendre en ouvrant des livres, en allant voir des vidéos sur Internet, et je pense que c'est aussi grâce à la technologie d'aujourd'hui que les jeunes ont pu s'informer aussi vite et s'organiser aussi vite. Donc, c'est-à-dire que les jeunes ont vraiment pu trouver facilement sur Internet parce qu'on nous a toujours appelé la génération derrière nos écrans. Et du coup, on savait utiliser Internet, on savait utiliser les réseaux sociaux. Et cette fois-ci, on a utilisé pour s'organiser et pour organiser une révolution. Et c'est ça qui est vraiment magique, je trouve, grâce aux réseaux sociaux cette fois-ci. C'est qu'on arrive à s'organiser pour changer les choses. Et surtout, on arrive à avoir des relations et des relations à travers le monde entier pour savoir comment ça se passe à l'autre bout du monde et d'avoir toujours des updates et parfois être beaucoup plus au courant que
tous ceux qui nous entourent, en fait. Leur dire, moi, hier, j'ai parlé à une Brésilienne qui m'a dit, voilà, un village a été détruit hier dans la région du Timbu, au Brésil. Voilà, ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas dans nos journaux, et pourtant, ça se passe aujourd'hui. La destruction de la forêt amazonienne, c'est encore aujourd'hui. Il y a 25% plus de feux cette année dans la forêt amazonienne que l'année passée. C'est énorme. Et le pire, c'est que nous sommes aussi responsables. Et donc aujourd'hui, même quand on en parle encore dans les médias, on dit que on en parle, mais on ne va pas parler de cette question de responsabilité. Comment est-ce qu'on peut aider, en fait, parce que, ok, il y a la forêt qui brûle, mais moi, je ne suis pas pompier, donc qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, il y a plein de choses à faire. À partir du moment où on réalise que 80% de la déforestation en Amazonie, c'est dû à l'agriculture, ben, on peut commencer à réfléchir, à se dire, peut-être que je ne vais plus acheter des produits qui viennent du Brésil, ou est-ce qu'il y a des produits locaux qui seront peut-être meilleurs pour l'environnement, etc. Toutes ces questions peuvent commencer à arriver si on est informé. Tout ça pour dire que les révolutions, et cette révolution-ci, elle amène du changement. Et c'est évidemment pas suffisant parce qu'on parle d'un changement de système. On parle de se dire aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme on vit aujourd'hui. Donc ça va prendre du temps, mais on y arrive, et il faut qu'on résiste. Il faut qu'on résiste, il faut qu'on s'unisse. On va devoir le faire avec tout le monde. On ne pourra pas laisser quelqu'un derrière. Donc, il faut vraiment s'unir, résister, avancer ensemble, s'assurer qu'il y ait des gens derrière pour reprendre ceux qui décrochent, et s'assurer qu'il y ait des gens devant pour l'idée le combat, quoi. Donc, oui, la révolution, c'est pas quelque chose qui va se passer en quelques mois, en quelques années. Ça va être très, très long. Ça va peut-être être toute ma vie. Ça va être peut-être la vie aussi de mes enfants et aussi celle de mes parents. Mais on va devoir le faire ensemble, et on va devoir continuer parce que ça nous amène du changement. Et honnêtement, je préfère voir ces petits changements que de déprimer seul dans mon lit. Donc, ouais, la révolution, elle amène du changement. On va continuer. Donc, pourquoi on n'en parle pas, en fait? Il y aura des conséquences énormes ici en Europe. Quand on parle de plus de 150 millions de réfugiés en 2050, ça sera pour notre gueule. Et aussi, pourquoi est-ce que ces réfugiés vont bouger? Parce que leurs terres seront juste inhabitables. Et ça commence déjà aujourd'hui. Et quand on continue à vouloir détruire nos terres, eh bien, en fait, on ne réalise pas qu'on est en train de nous détruire nous-mêmes. Donc, il y a cette responsabilité de faire passer le message. On doit pouvoir en parler partout. Ça ne doit pas être, peu importe quel porte-parole de peu importe quel mouvement ou quelle ONG qui doit seulement pouvoir en parler. Ça doit être le sujet du JT tous les soirs. On doit pouvoir en parler. Il y a assez de conséquences climatiques dans le monde pour en parler même tous les jours. La forêt amazonienne, comme je l'expliquais, elle brûle encore aujourd'hui, là maintenant, quand on se parle. Et pourtant, on l'a peut-être vu plusieurs fois dans le JT, mais jamais sans comprendre, encore une fois, comment on pouvait agir après c'était vu. Et c'était, voilà, 2 minutes. Et puis, on passe au prochain sujet. Mais l'urgence climatique, c'est pas un sujet qu'on décide de suivre ou pas, qu'on décide de se battre pour ou pas. Moi, j'ai pas décidé d'être activiste pour le climat parce que j'avais rien d'autre à faire après les cours. Non, parce que on est en crise. Et à partir du moment où on réalise qu'on est en crise, c'est pas possible de faire quelque chose d'autre. C'est pas possible. Et je pense qu'on réalise ça seulement quand on peut être informé. Et je dis pas que c'est la faute des citoyens, mais donc c'est vrai que la responsabilité des médias, la responsabilité de nos professeurs, la responsabilité de nos politiques pour qu'eux aussi ne montent pas, ne nous disent pas qu'ils sont sur la trajectoire vers les accords de Paris alors qu'ils ne le sont pas. Ne disent pas qu'ils font face à cette crise alors qu'on ne fait pas face à cette crise. On est encore en train de la nier ou de la minimiser, et la minimiser, c'était encore pire. Donc, oui, je trouve que, et j'espère que les médias vont prendre le lead encore une fois là-dessus, en parler sans devoir nous inviter des scientifiques surtout, inviter le président du GIEC, inviter Jean-Pascal Van der Zyl, inviter toutes ces autres personnes, plus souvent, pas seulement quand il y a des feux dans la forêt amazonienne. Ça serait bien. Ça serait bien. Et quand j'expliquais que chacun a une responsabilité, mais on n'a pas tous la même responsabilité,
C'est-à-dire que en tant que jeune fille blanche vivant en Belgique, j'ai un privilège de pouvoir me révolter, de pouvoir être activiste, de pouvoir rater les cours. C'est un privilège. Et j'ai donc la responsabilité d'utiliser mon privilège pour défendre la voix de personnes qui ne peuvent pas sortir des cours parce qu'ils n'ont pas accès à l'éducation, parce qu'il y a des jeunes partout dans le monde qui ne peuvent même pas imaginer sortir de l'école ou sinon ils pourraient, parce qu'il y a tellement, parce qu'ils pourraient même se faire tuer par la police, etc. Donc, en fait, c'est un privilège de pouvoir le faire ici en Europe. Non, clairement, c'est pas seulement pour les jeunes. Quand on regarde, par exemple, les Gilets jaunes, ce sont des citoyens de tout âge. Ils ont commencé une révolution et ce n'est pas seulement des jeunes. Peut-être la révolte que je mène avec des milliers d'autres jeunes, mais aussi des milliers d'autres citoyens, pour le moment, elle est centrée vers les jeunes aussi parce que les jeunes européens vont faire face à ces conséquences. On va vraiment devoir gérer une société avec un flux migratoire qui va augmenter d'une manière incroyable, avec des conséquences climatiques, c'est-à-dire un changement de climat où on va se poser la question si on pourra encore sortir dehors ou pas. Enfin, voilà, tout ça, on va devoir y faire face. Donc, c'est sûr que dans la révolte de l'urgence climatique, on parle parfois plus de jeunes. Mais bon, encore une fois, quand on revient à voir que les conséquences climatiques, elles sont déjà présentes aujourd'hui, euh, surtout dans les pays du Sud, non, la révolte, c'est pas une question que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les citoyens, en fait. C'est pour tous les citoyens qui n'ont pas l'espace de pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est là qu'on peut douter encore de se dire est-ce qu'il y a assez d'espace dans notre démocratie aujourd'hui pour que les citoyens puissent s'exprimer. Est-ce que les citoyens est assez représentés? Est-ce que les citoyens, on lui pose assez souvent la question de ce qui est décidé en fait aujourd'hui de nos parlements et dans nos gouvernements? C'est là que je pense que, et je change peut-être de sujet, mais je pense qu'on a besoin d'une démocratie qui est beaucoup plus participative, parce qu'alors, il y aura moins de frustration de la part du citoyen de dire, en fait, je ne suis pas écouté. On est 80 000 dans les rues le 2 décembre, et le lendemain, la Belgique ne signe pas un accord plus ambitieux pour le climat, on n'est pas écouté. Euh, et peut-être que si on avait eu une voix en dehors de la rue, est-ce que ça aurait changé la décision? Je ne sais pas, mais en tout cas, notre seule solution à ce moment-là, c'était de sortir dans les rues. Euh, Peut-être la révolte, donc c'est vraiment pour tout le monde et pour surtout des personnes qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer. Et pour l'allier peut-être aussi au mouvement féministe, au mouvement des femmes, ça a été aussi une grande partie ça a été à un moment donné, il y a eu une grande révolte pour les femmes, enfin, de la part des femmes pour les femmes. Quand on a parlé, et quand on parle encore aujourd'hui, de cette injustice entre l'homme et la femme, et en tout cas le mouvement féministe forcément une égalité homme-femme, c'est quand on remarque aussi que sur 195 pays dans le monde, il n'y a que 9 femmes qui sont au pouvoir de ces États. Donc, on voit un équilibre énorme entre 9 femmes au pouvoir et le reste, ce sont des hommes. Et donc, peut-être que là, on peut se dire, OK, donc elle a peut-être pas l'espace aussi de s'exprimer, donc elle va devoir sortir dans la rue pour s'exprimer. Donc, c'est juste encore un exemple pour montrer qu'on a vraiment besoin d'espace, en fait, dans un endroit où on peut voilà, s'exprimer et expliquer ce qui ne va pas et peut-être venir quand on parle d'urgence climatique, amener plus de scientifiques dans les parlements et dans les gouvernements pour pouvoir en parler, des économistes, voilà, ça devrait être le citoyen qui vit la vie de tous les jours dans des différents secteurs, qui doivent aussi être plus présents dans les décisions qui vont changer leur vie, qui vont changer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà des millions de choses qui pourraient être faites dans nos parlements, dans nos gouvernements, dans le système dans lequel on vit. Il y a déjà des pas qui peuvent être pris, mais qui ne sont pas pris. Parce que
voilà, si on veut augmenter en budget climatique, ça veut dire qu'il faut diminuer en budget dans l'autre côté, mais c'est pas possible parce qu'on a besoin de ça. Et c'est là qu'on commence à douter de se dire, en fait, on ne peut pas faire face à cette crise climatique dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, parce que ça voudrait dire qu'on va devoir, par exemple, pour des banques ou autres, casser des contrats. Voilà, les contrats qui aujourd'hui, pour les énergies fossiles, devraient durer pour les 10 ou 20 ou 30 prochaines années. Ben, si on réalise qu'il nous reste 8 ans et qu'on va arrêter les énergies fossiles aujourd'hui, on doit juste casser ces contrats. Mais dans le système dans lequel on vit aujourd'hui, ça serait pas possible, ça serait inimaginable en fait. Et c'est là qu'on réalise qu'il y a un réel problème parce que à partir du moment où on vit dans une société qui met en priorité le profit à la vie, on commence à avoir des doutes. À partir du moment donné où on vit dans un système qui se croit avoir des ressources illimitées, qui se croit illimité surtout dans la croissance, mais de réaliser qu'on vit sur une planète qui est limitée. C'est juste que c'est très facile, je pense qu'un enfant pourrait le comprendre. Tu as une planète, mais tu veux pouvoir continuer et aller à 1.2, 3, 4, 5. Ben, c'est pas possible, en fait, c'est pas égal. Et aujourd'hui, quand on a encore une fois passé ici le 22 août, le Earth Overshoot Day, je sais pas comment on dit en français, désolé. 99% des scientifiques nous disent que nous ne pourrons pas survivre sur une telle planète. Donc, c'est sûr que j'ai tendance à écouter ces scientifiques-là et que je commence à me poser vraiment des questions sur est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'on veut vraiment garder notre humanité ou est-ce qu'on veut continuer avec le profit qu'on a aujourd'hui jusqu'à ce que la nature nous arrête elle-même? Si elle devra nous arrêter, beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'attendre le moment où on sera arrêté par la nature, mais ça sera trop tard à ce moment-là. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est pas possible en fait. Et aujourd'hui, il est déjà trop tard, mais il y a vraiment moyen de réduire des impacts. Donc, il y a vraiment encore moyen d'agir. Donc, j'ai envie de me dire, allez, on change maintenant, on diminue en maximum les conséquences. Comme ça, c'est déjà ça. Et de toute façon, on réalise qu'à un moment donné, on va devoir arrêter de vivre dans ce système-ci. Donc, faisons-le maintenant, tant qu'on a un petit peu le temps de réfléchir et de se dire, OK, on va là, on va là. Et voilà, ça commence à faire un petit peu peur. C'est juste que la croissance, elle est limitée en tout cas. Et on nous fait croire qu'elle est illimitée. Mais c'est pas possible qu'une croissance soit illimitée sur une planète limitée. Donc c'est juste que je commence vraiment à me poser des questions en me disant mais vers où, où est-ce que vous nous emmenez avec cette croissance qui paraît illimitée et tant, moi ça serait top si elle est limitée. Hein. Moi je préfère rester à regarder mes films dans mon lit, ce serait plus facile. Mais j'entends les scientifiques qui tirent l'alarme, la sonnette d'alarme depuis des années, plus de 30, même 50 ans, et on n'écoute pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et enfin, il y a d'autres solutions, quoi. Et ça paraît impossible de s'imaginer un changement de confort. Que vous disent, oui, moi, je vais faire tout ce qu'on a. Et en soi, c'est vrai, on va changer la manière dont on vit, c'est sûr. C'est un changement de confort, pas une réduction. Enfin, c'est juste qu'on ne peut pas vivre comme on s'est dit que c'était normal de prendre un avion à, je sais pas, Bruxelles, Paris, que c'était normal de prendre un avion 3 fois par mois, que c'était normal. En fait, on a normalisé des choses qui ne sont pas normales, des choses qui sont censées être exceptionnelles. C'est pas normal de manger autant de viande 2 fois, 3 fois par jour. C'est pas normal parce qu'on est juste pas fait pour manger autant de viande et à partir du moment où on en mange autant, on va du coup commencer on a commencé à utiliser les animaux pour notre bien, enfin à un point où on arrive dans une pardon, je ne sais plus le prononcer, on arrive dans une industrie massive de la viande qui devient dégoûtante en fait, et qui en plus de ça, si c'était seulement pour
les animaux, peut-être qu'il y en a qui s'en foutent, il y en a qui s'en foutent pas, mais en plus de ça, ça a un impact sur notre environnement, ça a un impact sur notre biodiversité, et du coup, ça a un impact sur nous-mêmes. Donc, même si on ne veut pas le faire pour les autres ou pour les animaux, on doit le faire pour nous-mêmes en tant que personne, si on veut rester en vie, si on veut en tout cas bien vivre, on doit le faire pour nous-mêmes. Donc, ça peut même être un peu selfish, si on veut que ça soit selfish. Juste pour moi, quand je le vois, la révolte, ça passe partout. C'est par tous les moyens d'action, en fait. Il n'y a pas un moyen d'action qui est mauvais. Peut-être encore aujourd'hui, je doute le moyen d'action de la violence, parce que je pense que ça peut vraiment nous amener parfois à plutôt faire un pas en arrière qu'un pas en avant. Mais sinon, tous les moyens d'action sont importants. Donc, si on est prêt à aller faire la révolte dans les rues tous les vendredis, alors faisons-le, faites-le. Mais si vous êtes plutôt prêt à changer vos habitudes aussi à la maison, faites-le aussi. Si vous êtes plutôt prêt à, en tant que professeur, changer votre cours et donner 1 heure par semaine sur le climat ou sur les droits de l'homme à la place de sortir dans les rues vendredi, faites-le aussi. Si vous êtes, enfin voilà, il y a vraiment des solutions pour chacune des professions. En tant que journaliste, vous avez, comme j'ai écrit, votre spécialité. Si vous n'avez le vendredi, vous ne pouvez pas sortir dans les rues, mais que vous pouvez écrire un article sur le climat, ça fait partie de la révolution aussi. Donc il n'y a pas de mauvaises actions. On sait le faire dans notre vie de tous les jours, dans notre profession. Il y a moyen de changer. Il y a vraiment moyen de faire passer ce message. Et on change déjà. Donc on a déjà fait les premiers pas de la révolution. Et donc maintenant, il suffit de résister, de continuer. Et ça va être joyeux. Il y a des millions et des milliers de personnes qui le font déjà aujourd'hui. Il suffit de se rejoindre à nous et je peux vous assurer que c'est très, très, très chouette. Ça demande de l'énergie, mais c'est tellement drôle et au moins, on a l'impression d'être du bon côté de l'histoire, de ceux qui ont envie de faire changer les choses et que même si on n'arrive pas, on sait comment on a essayé. C'est un peu comme, j'ai l'impression d'être en colibri parmi des milliers d'autres qui se disent, on va éteindre le feu. Oui, moi, je dois me une goutte à la fois. Et vous savez quoi? Au moins, moi, je fais mon boulot. Et j'espère qu'il y aura des millions d'autres qui vont suivre. Parce qu'au final, si on le fait tous, on peut vraiment éteindre le feu. Donc, c'est le moment de se dire qu'il y a moyen, quoi. On peut le faire. Les jeunes sont là, les citoyens sont là, les parents sont là, les grands-parents sont là. Tout le monde est là, est prêt à le faire. On attend plus que toi pour que tu viennes rejoindre la révolution, quoi. C'est un peu ça.